Résistance. Humanité. Non-conformisme. Courage. Audace. Conscience. Amour. Et prix de liberté. Être libre. L'interview psy d'Éric Remacle. C'est un honneur de commencer. Ok, super. Bienvenue à la première de cette émission. Cette émission a pour but de faire découvrir l'intimité des êtres humains qui ont trouvé les ressources intérieures pour faire face au totalitarisme actuel et pour dire non aux injonctions de ce qu'on peut appeler la dictature sanitaire. Alors, je pense qu'ils sont une source d'inspiration pour le monde. Je pense que le monde a besoin d'eux et cette émission veut leur faire, veut les faire connaître. Voilà, les faire connaître parce que, vous savez, avant ces 3 ans, on pouvait regarder la montée des totalitarismes comme par exemple le nazisme en Allemagne des années 30, en se demandant comment cela est-il arrivé, comment les populations ont laissé faire et surtout, est-ce que j'aurais moi aussi résisté contre le fascisme? Est-ce que j'aurais moi aussi été manipulé? Est-ce que j'aurais moi aussi crié, comme le peuple moutonnier de l'époque, Heil Hitler? Et on peut aussi regarder autre chose. On peut regarder par exemple les expériences de soumission à l'autorité, comme la plus connue étant celle de Milgram, et avoir été étonné qu'entre 60 et 80% des individus, selon certains pays, se conforment à des instructions absurdes et ils vont jusqu'à torturer d'autres individus sous couvert d'un médecin qui dit non, allez-y, j'en prends la responsabilité. Et on pourrait se demander, mais est-ce que j'aurais moi aussi été de cela? Alors je pense que maintenant nous avons chacun la réponse à ces questions. Et ces 3 ans de crise ont fait émerger en fait ce que j'appelle des héros du quotidien, des personnes héroïques qui ont pu dire non, qui ont pu avoir cette conscience et cette lucidité de voir cette manipulation. Et cette émission va leur rendre hommage. En fait, elle vous rend hommage à vous qui écoutez cette émission aussi. Et au fil des émissions, on va décrypter avec nos invités ce qui leur a permis de voir les manipulations, justement, de respecter leur conscience et surtout de rester humain. Et puis, à travers nos invités, c'est aussi pour vous qui avez résisté, peut-être, qui écoutez cette émission. Vous allez pouvoir, je l'espère, mieux vous comprendre et voir, apprécier la beauté qu'il y a en vous d'avoir pu ne pas suivre la masse. Et si vous avez été peut-être, par contre, si vous avez peut-être été manipulé par les médias milliardaires, les gouvernements, ce qu'on peut appeler la secte covidiste, plus largement tous les pouvoirs politico-financiers et médiatiques, eh bien, il n'est jamais trop tard pour vous libérer et nous aider à créer un monde en fait plus humain, beaucoup plus conscient. Alors, je suis très honoré d'être avec ce premier invité pour la première de cette émission, c'est Éric Leridan. Éric Leridan, bonjour. Bonjour Éric. C'est vraiment un plaisir et un honneur de te recevoir. On a presque le même âge, hein, tu es un peu plus jeune, tu as 55 ans, tu es marié depuis 28 ans, là je suis en train de lire, tu as 6 enfants, tu es une fois grand-père. Et alors, tu es chirurgien général et digestif depuis 2001, corrige-moi si je me trompe. Tu es diplômé du CHU de Poitiers, tu es praticien hospitalier à Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais depuis 2003. Tu as des nombreux diplômes interuniversitaires, j'ai été voir un petit peu sur certains sites qui parlent de toi. Au niveau médical, par exemple, tu es diplômé en chirurgie traumatologique, chirurgie endocrinienne, chirurgie obésité, cholescopique, proctologie, chirurgie minimale invasive, chirurgie robotique. Tu as été également 3 ans coordinateur du service de chirurgie infantile, d'un service de chirurgie infantile, et tu as été 3 ans président du conseil de bloc. Et tu es empêché d'exercer, c'est pour ça que tu es là, depuis le 15 septembre 2001, pour avoir refusé de t'injecter un produit expérimental douteux. Alors, on ne dira pas lequel, on va pas employer un certain mot, parce que vous savez, j'ai déjà eu 6 vidéos qui ont été censurées par YouTube, mais tout le monde comprendra. On va parler de produit expérimental. Et tu es très actif sur Twitter. D'ailleurs, je conseille tout le monde d'aller s'abonner à ta chaîne, je sais pas comment on dit, sur Twitter, ton fil. Et tu es également visible sur le site, le très très beau site, lesessentiels.org. Est-ce que tu veux déjà réagir là-dessus? Est-ce que c'est juste ta petite présentation? La présentation est juste, oui, c'est tout à fait ça. C'était surtout pour dire l'impact que j'avais dans ce métier, qui était un métier de chirurgien, qui était un métier absolument passionnant, comme tous les métiers de soins, et ce désir chaque fois d'apprendre davantage. Et c'est pour ça que j'ai cumulé les diplômes universitaires. C'est pas pour me faire remarquer, c'est parce que je voulais chaque fois apprendre et approfondir, parce que mon objectif était le bien des patients. C'est aussi pour ça que je travaillais en hôpital public, c'est-à-dire sans relation d'argent avec les patients.
Et ils étaient vraiment des patients pour moi et pas des clients. La chirurgie de l'obésité a été pour moi quelque chose de formidable parce que c'est le en médecine générale, il y a des médecins de famille. En chirurgie, il y a des chirurgiens de famille. C'est la chirurgie de l'obésité qui touche les familles dans leur ensemble. Et puis, j'étais arrivé même à un stade où on opère les enfants des gens qu'on avait opérés 20 ans auparavant. Et il y a un suivi qui se fait de façon régulière, puisque les personnes que j'avais commencé à opérer en arrivant, au début de ce 20e siècle, eh ben, je les voyais encore la veille de ma suspension. Ah oui, ok. On peut déjà dire à ce stade que ce que je remarque, c'est que c'est vraiment pas l'argent qui te motive, parce qu'avec tous tes diplômes, tu aurais pu avoir des salaires bien plus grands dans le privé, j'imagine. Oui, largement. Je pouvais m'acheter un château. Ouais. Ouais. Et puis aussi, comme dit Étienne Chouard, que j'admire beaucoup, et je rêve un jour de l'avoir ici dans cette interview, Étienne Chouard disait que les personnes qui ont refusé cette injection et ils avaient pourtant tous les moyens, ils auraient pu faire semblant, ils auraient pu faire dans le lavabo, mais ils ont refusé vraiment pour dire non à ce qui se passait, alors qu'ils avaient tous les moyens de faire semblant. Et ça, c'est admirable. Ce sont, comme dit Étienne Chouard, des vraies résistances. Pour ça que je voulais commencer par toi. Oui, je ne jetterai certainement pas la pierre à toutes les personnes qui ont voulu faire un faux pour se protéger, parce que il faut protéger la famille, parce qu'on n'a pas envie de payer la maison, parce que tout le monde n'a pas ces possibilités matérielles de faire cet acte de résilience. Néanmoins, moi, je suis assez fan d'un bouquin qui s'appelle Résister au mal de Bob Dreher et qui explique comment depuis très longtemps depuis l'ère soviétique surtout, des gens se sont levés et ont fini par dire non, et non négociable, et ont cherché à résister à leur manière à l'ogre qui se présentait devant eux. Et j'ai aussi une grande admiration pour Charles Péguy qui disait « Celui qui connaît la vérité et qui ne la gueule pas se rend coupable des voleurs et des faussaires. » Je pense qu'on n'a qu'une vie et c'est pas la peine de se coucher comme un mouton. Quand on connaît les choses, eh ben il faut pouvoir mettre en application les valeurs auxquelles on croit. Tu parlais dans ton introduction de qu'est-ce qu'on aurait fait si on avait dû lever le bras en criant à Hitler. Et il y a une chanson des années 90, moi, qui me taraude beaucoup, c'est celle de Jean-Jacques Goldman, c'est ça? Jean-Jacques Goldman, Frédéric Jones, et qui disait, mais qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais né en 17 à Leidenstadt? Et ben maintenant, c'est l'occasion de se dire, voilà, je sais ce que j'aurais fait. C'est ça. Alors, j'ai posé une série de questions pour voir comment tu en es arrivé à développer cette résilience, cet esprit de liberté. Je vais commencer par le point de rupture. Quand est-ce que le point de rupture, donc, quand est-ce que tu as pris conscience que les autorités ou les médias il y avait quelque chose qui n'allait pas, où il y avait une forme de manipulation? À partir de quand tu as compris ça? Alors, ça date déjà d'un petit moment. C'est pas seulement depuis la crise Covid. En fait, il y a une chose qui nous a sauvés et j'ai constaté que c'était le cas pour beaucoup de personnes qu'on peut qualifier de résistance, c'est que c'est le temps passé devant les médias. Ah ouais. Depuis 28 ans de mariage, on n'a jamais eu de télévision. Et j'ai constaté que c'était le cas de beaucoup d'autres personnes, comme les Fouché, les Pamard, et Olivier Soulier. Enfin, très peu de monde ont la télévision chez eux parce qu'ils se rendent bien compte des mensonges. Et moi, je m'en suis réellement rendu compte. C'était lors de l'application de la loi Taubira en 2012, où j'ai réalisé à quel point à la fois les politiques et les médias étaient capables de complicité pour cacher les vrais chiffres, pour cacher les voix dissonantes. Tu peux rappeler ce que c'est, cette loi Taubira? La loi Taubira, c'est celle du mariage pour tous, où on a monté en épingle ce qu'il fallait pour détruire le mariage et continuer à saboter la famille avec des personnes homosexuelles qui ont été prises en otage par cette loi. On reviendra pas sur le sujet, mais ça ne m'a pas étonné par la suite que en l'ère macronienne, on en arrive à une exacerbation de ces mensonges, de cette propagande d'État. D'accord. Voilà, donc ça, j'ai pas été surpris. Et quand Macron nous a dit nous sommes en guerre, il y avait vraiment quelque chose qui ne sonnait pas juste. On peut pas être en guerre contre un virus, ça n'existe pas, c'est pas possible. On se soigne peut-être, mais on rentre pas en guerre.
on met pas un conseil de guerre en place, on met pas toutes les applications faites pour notre sécurité, pour simplement une histoire d'épidémie. Eût-elle été grave, ça justifiait jamais ce tel déferlement. Oui. Comme dit le professeur Perron, il y avait déjà tout qui existait pour faire face à une épidémie de manière habituelle, correcte. Si on avait fait ça, si on avait entre guillemets juste fait le plan normal pandémie, ça aurait été tout à fait facile à gérer. Ça aurait été tout à fait banal. Tout était prêt pour ça. Et en fait, on a interdit les médecins de soigner et on a interdit aux gens d'aller voir leur médecin. C'était bien la première fois dans l'histoire de la médecine qu'on voit ce genre de choses. Donc, ce point de rupture-là, il était très net. On n'a pas le droit d'interdire à quelqu'un de malade d'aller voir son médecin. On n'a pas le droit de le laisser chez lui avec son stress et du Doliprane. C'est pas possible. C'est de la non-science et de la non-médecine. On voit ton attachement au Hippocrate, qu'on appelle le principe d'Hippocrate. C'est ça, le vœu d'Hippocrate, c'est de rester attaché à soigner ses patients. Bien sûr, c'est la vocation du médecin, même s'il doit se mettre en danger, en péril et se contaminer, mais son rôle à lui, c'est d'aller soigner, point. C'est comme le pompier qui va au feu, le médecin, il va au patient, quel que soit son état. Ouais. Alors justement, quel est ton premier acte de désobéissance? Le premier acte de désobéissance a été de refuser de porter le masque. Et je me souviens que la première commission médicale d'établissement qu'on a passée après le Nous sommes en guerre, eh bien, on était une cinquantaine de médecins et d'administratifs dans cette salle. Ils avaient s'étaient amusés même à mettre les chaises en décalé, l'une tout près de la table, l'autre à 1 mètre de la table pour qu'on puisse avoir une distance entre nous. Ils étaient tous masqués. Et moi, c'était non. C'était déjà non. On m'a jamais rien dit, on m'a pas fait de remarques là-dessus. Pourtant, j'ai pris la parole. J'étais le seul. Mon deuxième acte de désobéissance, parce qu'il va avec, c'est cette vidéo que j'avais portée sur les réseaux sociaux, sur mon petit compte Facebook, où j'ai filmé à l'intérieur de l'hôpital et j'ai expliqué pourquoi c'était absurde de faire porter le masque à l'extérieur à des personnes qui n'étaient pas soignantes. Ça a d'autant plus, excuse-moi, je te coupe, ça a d'autant plus de valeur que tu es chirurgien, donc tu en connais un rayon sur le masque. Et alors, je sais surtout la manière de le porter et pourquoi on le porte, notamment pour limiter les jets de sang sur notre visage. Mais par contre, j'avais été à des lieux d'imaginer que ça servait à rien au bloc. Et c'est toutes ces recherches que j'ai faites qui ont déstabilisé 25 ans de pratique chirurgicale, où je me suis rendu compte que pour limiter les effets, les maladies transmises par la salive, par le praticien, et ben ça, en fait, ça servait à rien. Et c'est comme tous les chirurgiens, on le porte machinalement parce que tout le monde le porte, parce qu'on nous a appris à le porter dès notre plus jeune âge en médecine. Mais ça a été une révélation et je suis resté vraiment le cul par terre de me rendre compte que même au bloc, ça servait à rien. Donc, à plus forte raison, dans les rues, pour des gens qui ne sont pas des soignants, c'est complètement inutile. Et donc, si ça n'a pas cette fonction de protection, ça a une autre fonction. Ah, c'est ce que j'ai apprécié. Oui, c'est une autre fonction, c'est peut-être une protection. Un baillon. Un baillon, ouais. Un baillon, c'est clairement un baillon. Quand on a le visage caché et qu'on ne peut plus présenter à l'autre l'expression de son visage, c'est comme si on se coupait de lui. Et c'est vraiment une fracture sociale et interhumaine qu'on a vécue avec ce masque. Ben c'est comme ça que j'ai appris à te connaître, parce que je me souviens, j'avais fait des vidéos sur YouTube qui ont été censurées, où j'avais mis des médecins et des chirurgiens qui disaient l'inutilité du masque, mais ça a été censuré par YouTube, donc je me dis, c'est incroyable. J'avais fait une vidéo avec un médecin aussi qui disait que c'était inutile, ça avait été censuré. Puis j'ai demandé au CSI c'était Jean-Dominique Michel à l'époque, mais est-ce qu'il y a des études vraiment sérieuses, parce que je ne savais pas à l'époque, qui remettent en question le masque. Et j'ai lu ensuite, c'est comme ça que je t'ai découvert, que toi, avec ton esprit scientifique, tu disais, mais c'est une connerie, il faut mettre le masque. Et tu as fait des recherches, et c'est là que tu t'es rendu compte de ce que tu viens de dire. Et tu as fait une super présentation au CSI, donc Conseil scientifique indépendant, faut vraiment regarder toutes les semaines, c'est magnifique. Et ta présentation est très, très éclairante. Et puis, je te remercie. En tout cas, ça a permis vraiment de montrer cette absurdité, en fait. J'ai cherché effectivement à faire un énorme travail de synthèse là-dessus, sur les données de la connaissance dès avant le Covid, parce que c'est ça le plus important. C'est pourquoi
Ouais. En 2021, le masque serait utile alors qu'il a été complètement inutile pendant les 70 ans qui précèdent. Ça, c'est imparable, évidemment, comme argument, effectivement. Alors, comme tu étais le seul, et puis ça nous est tous arrivé, on se sentait un peu seul à comprendre que c'était absurde. On était beaucoup comme ça on était beaucoup, en fait, à devoir faire face au rejet ou au mépris social ou à l'agressivité des autres. Et comment est-ce que toi, tu as réagi au mépris social? Comment est-ce que tu as pu réagir à ceux qui ne comprenaient pas, qui te comprenaient pas, peut-être que t'insultaient ou te trouvaient bizarre et qui remettaient pas en question, eux, ce qui se passait? Le plus grand mépris que j'ai vécu, c'est avec mes collègues, notamment les collègues de l'hôpital, où en tout cas au début, aucun ne m'a soutenu. Beaucoup sont même venus me faire la morale, me disaient que je brouillais le message, que je faisais du tort, etc. Je me souviens même d'une réunion avec le directeur de l'hôpital qui disait, en fait, clairement, qui m'engueulait parce que je faisais pas mon rôle de soldat. Nous sommes les bras armés de la République. Ça m'a un peu scotché. Ce sont ces mots. Et le silence, surtout d'à peu près 300 des médecins qui travaillent au sein de l'hôpital. On est quand même sacrément nombreux. Et ça m'a heurté parce que je me disais qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et quand on essaye de discuter avec les collègues de cette situation-là, on a l'impression qu'il y a une espèce de case qui se ferme et puis il n'y a pas moyen d'en parler. Dès qu'on essaye de discuter traitement précoce avec des médecins urgentistes, des réanimateurs ou même des collègues chirurgiens, ils ont l'impression que ça n'existe pas et que ceux qui parlent de traitement précoce font du tort à la médecine. C'est hallucinant cette dissonance. Oui, ça t'a blessé, mais est-ce que tu t'es remis en question à un moment donné, tu voyais tout le monde qui allait dans le même sens? Est-ce que tu t'es aussi posé des questions sur toi à ce moment-là? Faut se mettre à ma place. J'étais seul face à 300 médecins. Ouais. Donc je me dis, c'est pas possible, je ne peux pas avoir raison. Je peux pas avoir raison contre 300. C'est forcément eux qui ont raison. Mais je vois pas où j'ai tort. Donc je comprends plus. Et là, il y avait une espèce j'ai cru que j'allais devenir fou. Ah oui. Heureusement que j'avais vu la vidéo de Louis Fouché sur l'hypnose collective où je me suis dit, tiens, il y a quand même, en voilà au moins un qui pense qu'il y a quelque chose de pas normal. Et puis, après tout le ramdam qu'a fait cette vidéo sur le port du masque, j'ai été contacté par Olivier Soulier qui m'a dit clairement, mais non, t'es pas fou, viens avec nous, rejoins-nous. Et j'ai rejoint Réinfo Covid à ce moment-là. Et avec tes collègues, quand tu leur expliquais, tu disais qu'ils comprenaient pas, ou est-ce qu'il y en avait quand même qui comprenaient un petit peu, qui trouvaient que ça faisait bon sens ce que tu disais? Non, aucun, en tout cas au tout début. Et c'est un peu plus tard, quand l'obligation vaccinale est venue, que deux médecins anesthésistes se sont manifestés à moi pour me dire qu'est-ce qu'on fait. Il y en a un qui a quitté et l'autre s'est fait injecter de force parce que c'était algérienne et c'était Saoul Bled. C'est ça, ouais. Oui, alors ça nous amène à la notion du courage, la source du courage, parce que pour être seul face à 300 médecins et puis face au mépris social aussi, on a tous un peu tous traversé ça. Quelle est pour toi cette source du courage? Comment tu analyses avec ce recul? Comment tu as pu avoir ce courage en fait de dire non? D'où ça vient? D'abord, il y a cette lecture du livre Résister au mal, que je trouvais là-dedans, je trouvais vraiment une grande source d'inspiration. Et puis il y avait mes enfants. Et là, je me suis dit, là, il y a un truc, il faut que je protège. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Si je prête le flanc, si j'accepte de mettre le doigt dans l'engrenage, on va me prendre toute l'épaule, c'est-à-dire le point d'injection, et je serai plus en mesure de protéger mes gosses. Donc là, je suis désolé, mais il va falloir que je me mette en danger. En accord avec mon épouse, hein. On a dit, il y a quelque chose qui va pas. On ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Il faut qu'on réagisse et on verra bien les conséquences. Mais alors justement, 2020 était difficile, 2021 encore plus. Il y a eu une traversée du désert, on peut dire. Quelle a été la période la plus difficile pour toi, en fait, Dean?
Le 14 septembre 2021, je suis devant, je suis devant mes patients en consultation. Je peux les voir, je peux discuter avec eux, je peux même leur dire au revoir. Le 15 septembre, je suis persona non grata à l'hôpital, là où j'ai travaillé pendant 18 ans, dans le silence assourdissant de tous mes collègues. Je crois que c'est ça qui a été le plus violent. Ça te fait le plus mal, c'est le silence, c'est ça qui t'a fait le plus mal, c'est le silence? Oui, c'est ça, c'est le fait de voir que les médecins, en fait, par leur silence, ils cautionnent. Certains en ont été absolument convaincus, mais beaucoup d'autres en fait, n'avaient pas d'opinion et préféraient sauver leur gueule. Et puis courber les chines et puis faire comme si tout se passait bien et puis on continue notre travail. En tout cas, bon, je ne leur jette pas la pierre. Chacun a sa façon de réagir. Mais pour avoir discuté un petit peu après ma suspension avec des collègues, je me rends compte qu'ils savent, ils voient des choses, mais ils vont pas le dire. Okay. J'ai discuté avec un cardiologue qui m'a dit, bah oui, c'est vrai, il y a plus de myocardite, il y a plus de phlébite. Mais on fait jamais remonter les effets secondaires en pharmacovigilance. Bon, pas de remontée, pas d'effets secondaires. C'est ça qui m'a heurté, c'est que ça fait complice. Qu'ils le veuillent ou non, ça fait complicité sur ce qui se passe quand on ne dévoile pas la vérité. On se fait le complice des faussaires et des voleurs. Ça t'a heurté? Est-ce que tu as aussi ressenti de la colère? Énormément. Dès le début, en fait, dès que je me suis fait harponner par la direction, pour ma vidéo sur le port du masque, puis d'ailleurs la seconde au mois de février 2021 sur la dictature sanitaire qui s'installait, j'ai ressenti énormément de colère. Mais le pire de ma colère, je pense que c'était le 12 juillet 2021 lors de l'annonce présidentielle. Et là, je me souviens parfaitement de ce qu'on faisait à ce moment-là. Et quand on a entendu ça via les réseaux, on était, mon épouse et moi, mais furieux, mais capables de brûler la maison tellement on était en colère. Mais comment cet individu qui n'est pas médecin, qui vient à peine de débarquer, qui est intérimaire dans le lieu où il va, est-il capable de mettre en péril la situation matérielle, financière et la vocation professionnelle de gens qui se sont dévoués pendant des années pour soigner d'autres? C'est inimaginable. Et que la population se taise et trouve ça normal, c'est inimaginable. Jamais j'aurais pu penser vivre ce genre de choses. Je savais qu'un jour, j'aurais pu être mis en difficulté dans ce qu'on appelle la santé publique à cause de certaines prises de position, mais je pensais surtout que je me serais fait harponner pour avoir refusé de prêter le flanc à des gestes d'euthanasie, par exemple. Je ne m'attendais pas à une pandémie, en tout cas une pandémie de la peur. Alors, tu as dû avoir des frictions avec certaines personnes parce qu'il y avait de la colère à un certain moment et puis en voyant l'obéissance servile de beaucoup de personnes ou même le côté délation, mettez mieux votre main. Enfin, il y a des choses qui ont dû t'énerver comme beaucoup d'entre nous. Est-ce que tu as des regrets peut-être dans tes réactions ou tu as réussi à gérer cette colère? Parce que c'est intéressant. Hein. Comment tu as réussi à gérer cette colère? Oui, j'ai quelques regrets. Je pense que si ça avait été à refaire, j'aurais fait d'autres choses autrement, notamment des explications vis-à-vis de mes collègues médecins ou de la direction, parce que je suis un peu nerveux, on va dire. Et il faut pas me prendre à rebrousse-poil en règle générale. Là, c'est quand même ce qui s'est passé. Je pense que maintenant, avec un peu plus de recul, oui, j'aurais dit la même chose, mais autrement pour ne pas froisser les gens là où c'était pas utile. Est-ce que tu penses que ça aurait pu changer quelque chose si tu l'avais dit de manière plus diplomatique? Est-ce que tu penses que les gens étaient en état de réagir à cette communication peut-être plus diplomatique? Pour eux, non, ça n'aurait rien changé. Pour moi, oui. Ça aurait changé beaucoup de choses. Je me serais senti beaucoup plus détendu, sûr de moi et plus droit dans mes bottes si j'avais été, on va dire, plus calme. Plus calme, donc c'est important, ce calme, d'accord. Oui, parce que je vois beaucoup de gens qui ont compris, qui ont résisté à cette folie, mais ce psycho-pandémie, on pourrait dire, ce psychose collective, mais il y a une telle
souffrance, une telle colère que ça les détruit aussi de l'intérieur, tu vois. Oui. Toi, on va parler de ressources maintenant. Qu'est-ce qui t'a aidé le plus? Donc, tu as parlé de tes enfants, mais est-ce que tu as une ressource spirituelle, philosophique qui t'a aidé à traverser ça? Oui, moi j'ai une confiance, je suis catholique, je suis pratiquant, j'appartiens même à une communauté chrétienne qui est très portée sur l'adoration eucharistique. Et c'est cette prière et cette confiance aussi dans mes frères de communauté, même si les voix étaient dissonantes dans l'Église, mais je sentais très fort que j'avais un soutien, même de la part de ceux qui ne partageaient pas mes positions, mais qui disaient allez, vas-y, bravo, t'as du courage. Bon, même si on n'est pas d'accord avec toi, tu es notre frère et puis on te soutient. Ah oui, ok. Ah, c'est intéressant. Donc, dans cette communauté, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord, mais il restait une communion. C'était à l'image de la société, à l'image de l'Église. Il faut qu'on fasse avec dans notre entourage avec des gens qui avaient peur de toucher les poignées de porte, jusqu'aux gens qui étaient persuadés qu'on était dirigés par des reptiliens. Il faut faire entre les deux. Et puis, à la limite, je veux dire, oui, notre foi chrétienne a été très forte là-dessus et très porteuse. Et nous, ce qui nous rassemblait avec ces gens qui avaient cette même spiritualité que nous, c'était qu'on se centrait sur le Christ. Ouais. Le reste importe peu. Pour nous, c'est là, vous avez trouvé un terrain d'entente. Vous avez pu garder ce lien philosophique spirituel alors. Non seulement on l'a trouvé, mais on l'avait déjà depuis très longtemps. Il suffisait de le mettre en application. Magnifique. Donc, ça veut dire que imaginons que tout le monde, imaginons que cette communauté serait été l'ensemble de la planète et ça arrive dans cette communauté, ce genre d'événement, ce genre de manipulation. Vous auriez pu collectivement, en mettant l'amour en priorité, réagir complètement différemment. Il y aurait eu des débats, par exemple. Il y aurait pas eu de rejet, par exemple, ce genre de choses, c'est ça? Je ne sais pas s'il y aurait eu des débats, il y aurait eu des discussions, c'est clair, mais il y aurait eu beaucoup de compréhension et d'amour, chose qui a manqué dans notre société. On s'est attaqué les uns les autres, alors que en fait, dans notre société, on n'est pas ennemi de celui qui est en face et qui pense différemment de nous. Absolument pas. On est dans la même galère. Par contre, l'ennemi, c'est celui qui agite le bocal dans lequel on se trouve. Ouais. Alors, justement, j'en viens à ça. Est-ce que tu as de la haine par rapport à ceux qui agitent le bocal? Non, j'ai même un petit peu de reconnaissance. Parce que, bon, j'ai aucune illusion sur les marionnettes qui dirigent le pays, ni sur les marionnettistes. Mais ce qu'ils nous font subir nous oblige à sortir de notre zone de confort. Et ce que j'ai appris et découvert depuis 3 ans maintenant n'a pas de valeur. J'ai 55 ans et j'ai l'impression de découvrir des choses que j'ignorais complètement auparavant, à la fois dans la vie en société, mais aussi dans la santé, dans la médecine, dans les médecines alternatives. Là, je découvre des tas de choses et je suis mis en lien avec des tas de personnes qui font que j'ai l'impression de vivre une vie en accéléré. Donc, je ne regrette strictement rien et je suis même plein de gratitude vis-à-vis des gens qui nous mettent là parce qu'ils nous obligent à sortir de nous-mêmes. Ce que je découvre maintenant en termes de santé, de prendre soin des autres, ça a pas de prix, quoi. Je suis comme un gamin qui a trouvé un nouveau jouet. Magnifique, oui, c'est tout à ton honneur parce que tu as quand même été suspendu, pas de revenus et puis tu arrives malgré tout à donner un tel message, c'est très beau. On est plusieurs quand on était dans les manifs et finalement à découvrir une nouvelle famille d'âmes en fait, de découvrir d'autres êtres humains. Tu parlais au début de Louis Fouché, d'Olivier Soulier. Au début, tu te sentais seul, puis quand tu as commencé à découvrir d'autres êtres humains, et il y a un partage en l'amour. Tu parlais d'amour, ça c'est inestimable effectivement. Ça c'était vraiment quelque chose de puissant. Hein. Alors on parle des personnes qui sont connues, comme les Fouché, comme Jean-Dominique Michel, Olivier Soulier, comme Hélène Banoun, Alexandra Henriot-Cône. Il y en a des tas qui sont inconnus et qui font des choses absolument formidables, mais pas d'ici. Et sans ce Christ, jamais j'aurais été mis en contact avec ces gens-là. C'est fabuleux. Oui, tous les gens qui travaillent pour Info Covid, pour Bon Sens, enfin toutes ces associations qui ont été créées. En fait, cette émission leur est dédiée. Et
parfois, parmi eux, il y en a qui perdent espoir. Et donc, je voudrais te poser une question sur l'espoir. Parce qu'en 2021, beaucoup de gens ont perdu espoir en voyant la montée des dictatures. Tu vois, on a installé toutes les machines pour les QR codes. Enfin, on se dit, mais le masque est devenu obligatoire, la vaccination, on se dit, mais on va pas en sortir. Est-ce que toi, tu as toujours gardé espoir ou à un moment donné, tu as pu sombrer dans le désespoir? J'ai plus que de l'espoir, c'est de l'espérance. Et c'est un petit peu comme si, je vais prendre une comparaison que tout le monde va pouvoir comprendre. Une femme, quand elle accouche, la première fois, elle sait pas comment ça va se passer, elle a la trouille. Elle peut pas avoir de péridurale. C'est long, le travail est long, ça fait mal, elle angoisse, ça peut saigner, ça peut déchirer. Donc, elle traverse une période difficile, douloureuse. Et puis, en fait, quand on met le bébé dans ses bras, je dirais pas qu'elle a tout oublié, mais elle s'est dit, ça valait le coup de traverser tout ça. Et je pense qu'on en est là. On est en train d'accoucher d'une nouvelle société, un nouveau monde. Et ça nous pas louper de coche. Mais ce qui vient, ce qui est en train d'apparaître sera beau. Faut juste pas laisser faire ceux qui voudraient dévorer le bébé. Oui, bah écoute, justement, c'est ma prochaine question. Il m'en reste trois. Le monde de demain, comment est-ce que tu le vois? Je le vois avec beaucoup de bienveillance, avec tout ce qu'on va avoir traversé ici. Je pense que tout ce que ces psychopathes veulent mettre en place ne tiendra pas. J'espère même de mon vivant qu'il ne tiendra pas. Je me bats comme un beau diable parce que c'est sur nos enfants, nos petits-enfants qui vont devoir vivre ce monde-là. En fait, on leur emprunte le monde dans lequel ils vont vivre. Donc, c'est à nous de le leur rendre en bon état. Il ne peut qu'il y avoir du bon dans ce qui va arriver parce qu'on traverse une période d'orage terrible. Mais après l'orage, après la pluie, tout pousse, tout grandit et les jardins refleurissent. C'est très poétique, hein, mais je le vois de façon très très positive. J'ai aucune désespérance là-dessus. En ce qui concerne mon domaine, qui est celui de la santé, j'y vois un essor formidable parce que on est en train de faire disparaître tout ce qui est pourri dans la branche médicale comme dans la branche scientifique, comme dans beaucoup de choses. Hein. On pourrait aussi parler de médias, on pourrait aussi parler de la politique, parler de l'éducation. Mais au niveau de la santé, on voit émerger des tas de choses. Et j'en veux pour preuve tous ces soignants qui sont suspendus. Alors suspendus au sens large, c'est-à-dire empêchés d'exercer, quelles que soient les raisons, hein, quelle que soit la situation qu'ils ont utilisée entre la suspension, la mise en disponibilité, la pré-retraite, la maladie prolongée, la démission, etc. Mais toutes ces personnes empêchées d'exercer et qui ont continué dans le soin, ils ont appris des tas de choses. En naturopathie, en micronutrition, en soins énergétiques. Et une aide-soignante qui s'est mise à la sonothérapie. C'est fabuleux. C'est tout ce qu'on est en mesure de créer et d'inventer par ailleurs. Et dans la médecine, il y a des belles choses aussi qui se font. Et on les gardera, ces choses-là, parce qu'on peut pas réparer simplement à l'homéopathie une jambe cassée. Il va bien falloir que le chirurgien y mette sa patte. Mais il va y avoir une espèce d'épuration. Faut quand même se rappeler qu'il y a déjà plusieurs années, la revue Prescrire avait fait une étude qui montrait qu'il y avait sur tous les médicaments qui existaient sur le marché, on pouvait en garder moins d'une centaine. Ah oui, oui, je me souviens de ça, oui. Et voilà, c'est maintenant ce qui va se passer, c'est-à-dire que tous ces médicaments qui enrichissent les labos mais qui ne servent strictement à rien sur le domaine de la santé,
tout ça va disparaître. Les laboratoires pharmaceutiques, s'ils veulent survivre à ce qui se passe là, ils vont bien devoir se mettre à soigner les gens et non plus à soigner leur portefeuille et leurs actionnaires. Ouais. Donc, je suis optimiste. Ok. Alors, j'en reviens à ta situation parce que tu as quand même été empêché d'exercer et il y a des gens qui l'ont très mal vécu. Il y a même eu des suicides parmi ce qu'on appelle les suspendus. Comment tu as réussi à survivre, en fait? Comment tu as fait, en fait? Parce que c'est vraiment pas évident. Et puis, tu parles toujours de médecine. On voit que tu es passionné de médecine, mais comment est-ce que tu fais aujourd'hui, en fait? Alors, en fait, on n'a jamais vécu de façon très dispendieuse, ce qu'on appelle un peu une sobriété heureuse. Mais on avait un peu d'argent de côté, donc ça nous a permis de voir venir les choses. Au tout début, j'ai écoulé tout ce que j'avais en congé RTT. J'étais en train de cumuler des jours de RTT avec la loi des 35 heures, et on utilise tous nos jours de congé, finalement, on finit par plus travailler. Donc, moi, je les mettais de côté. Ça, parfois, je me les avais fait payer. Donc là, il y avait à peu près 92 jours que j'ai écoulé comme ça. Ensuite, je me suis reconverti. Je me suis mis à mon compte en micronutrition. Donc, c'est long avant de pouvoir en vivre. Mais la satisfaction donnée à toutes les personnes que j'ai accompagnées en micronutrition était mon plus beau salaire. À côté de ça, mon épouse a dû reprendre le travail alors que ça faisait 20 ans qu'elle bossait plus. Mon seul salaire de praticien suffisait largement. Alors, ce qu'elle fait, c'est pas énorme, mais c'est pas énorme en revenus, mais ça nous permettait aussi de nous maintenir à flot. On a quand même fermé un compte en banque, hein. En quelques mois, 40 000 euros ont disparu. On a aussi des enfants qu'il faut nourrir, et puis payer les études. On a un fils qui s'est inscrit à Versailles dans une école de préparation. C'est quand même pas donné. 6 enfants, c'est énorme, Oui. C'est avec la même épouse, hein, je précise, qui est toujours avec moi, Dieu merci. Mais après, j'ai eu le malheur, ou plutôt la chance, de croiser le Covid, comme beaucoup de monde. On va juste laisser une niflette et un test positif. Donc, en toute légalité, avec un test positif, on peut faire des remplacements. Chose que j'ai faite. Je n'ai pas été travailler à l'hôpital où j'étais, puisque mon poste est occupé par quelqu'un d'autre, mais peu importe. Mais ça m'a permis de travailler dans des hôpitaux où on avait besoin de chirurgiens pour des périodes déterminées. Me rendre compte aussi de deux choses. D'une part, c'est la situation de sentiment d'abandon des hôpitaux, à la fois sur le plan du matériel, mais aussi du personnel. Enfin, c'est difficile quand on voit les brancards des urgences qui se remplissent, et des infirmières, des aides-soignantes qui sont à bout parce que ils sont souvent rappelés, parce ils ont des horaires difficiles. Ça, c'était douloureux à voir. Mais ce qui était beau à voir aussi, c'est que ces personnes-là n'ont pas perdu leurs âmes de soignantes en règle générale. Ils sont soignants. Et même s'ils ont accepté cette clé de bras de l'injection expérimentale, ils sont restés des soignants et des gens qui avaient le souci que les patients aillent bien. Moi, honnêtement, on m'a dit beaucoup maltraitance dans les hôpitaux. Moi, dans les hôpitaux que j'ai fait, j'ai pas vu ça. J'ai vu à chaque fois des gens bienveillants qui étaient encore en place et ça m'a fait vraiment très plaisir. Ouais, c'est beau ce que tu dis. Alors justement, j'ai une question à te poser par rapport au pardon maintenant. Je sais que le pardon tient une place centrale dans ta spiritualité. Tu vois, il y a des gens qui souffrent des effets secondaires de ces injections. Il y a des gens qui sont suicidés. Il y a des gens il y a eu beaucoup de souffrance, énormément de souffrance, on le sait tous. Est-ce que tu arrives à pardonner? Est-ce que tu as des gens à qui tu n'arriverais pas à pardonner? En même temps, c'est une question plus large sur le mal. Quelle est ta vision du mal? Voilà. Comment tu peux réagir par rapport au pardon? Je vois souvent sur les réseaux sociaux un hashtag qui dit ni pardon ni oubli. Ça me heurte un peu et en même temps, je peux le comprendre. Tellement la violence de ce qui a été vécu est énorme. Moi, j'ai pas besoin de chercher à pardonner à quelqu'un parce que je ne me sens pas offensé. De cette situation-là, j'ai plutôt l'impression d'avoir sorti le meilleur de moi-même
Mm. Par contre, je ne peux pas non plus me permettre de donner la leçon aux gens qui ont subi ces injections, les conséquences. J'en connais autour de moi, mais comme tout le monde en connaît autour de soi. J'imagine tellement la douleur de quelqu'un comme Marc Doyer ou comme les parents de ce jeune étudiant en médecine qui est mort du côté de Nantes, j'ai oublié son prénom. C'est plus. Je l'ai dit souvent, ou de Frédéric Beltra, le papa de Maxime. J'imagine fort bien que le pardon doit être difficile à donner quand on a affaire à des gens qui savaient réellement ce qu'ils font. Oui. En 2023, on peut pas dire l'inverse. Ils savaient réellement ce qu'ils font. C'est le titre d'un bouquin de Jean-Philippe Guillemin, je crois. Ne leur pardonnez pas, car ils savent très bien ce qu'ils font. Un titre comme celui-là. De toute façon, à un moment donné, il va falloir se pardonner les uns les autres pour le mal qu'on s'est fait au sein même de la population. Oui, c'est ça. Quand on n'était pas d'accord les uns les autres, il y en a quelques-uns qui m'ont sacrément fustigé, mais en mon fort intérieur, j'aurais déjà pardonné parce qu'ils avaient une autre façon de voir les choses. Et ça, on peut le comprendre. Ce sont des questions d'opinion. Par contre, pour tous ceux qui dirigent, je veux très bien comprendre que des personnes soient incapables de pardonner parce qu'ils savaient. Ces gens-là savaient ce qu'ils faisaient. J'ai discuté hier avec une biologiste que je ferai intervenir un de ces jours dans mes émissions sur DVADP et qui disait c'est une putain d'arme biologique. Venant d'une biologiste, c'est encore plus de valeur, effectivement. Oui, tout à fait. Voilà, j'ai pas spécialement besoin de pardonner à quelqu'un. Je pense que j'ai reçu plus que je n'aurais pu imaginer de toute ma vie. D'accord. En tout cas, certainement, tu es ouvert parce que c'est vrai que sur mon canal Telegram, quand j'abordais la notion de pardon, il y avait vraiment des tensions. Il y a des gens qui me disent ni pardon ni oubli. Mais on peut être d'accord sur le fait qu'il y aura des grands procès, certainement. Il le faut de toute façon. Ça n'empêche pas qu'il va falloir juger les responsabilités des uns et des autres. Je voyais encore il n'y a pas longtemps un tweet du ministre de la Santé qui disait qu'il ne veut pas de violence vis-à-vis des soignants à propos de cette infirmière qui a été assassinée, qui a été tuée par un forcené à Reims. Et il se rend même pas compte de ce qu'il dit. La violence vis-à-vis des soignants, c'est une violence d'État qui existe depuis 3 ans maintenant. Exactement. Ouais. Et ces gens-là, de toute façon, vont devoir répondre de leurs responsabilités. Alors justement, j'ai un petit test pour toi par rapport à ça, sur le pardon, tout ce que tu viens de dire. Imagine, tu as un dîner. Alors c'est une petite question pour voir comment tu vas réagir à ça. Tu es obligé de dîner avec 3 personnes. Et je t'en propose 4, tu peux juste en enlever une pour voir comment tu vas réagir. C'est un dîner avec Michel Simès, Michel Onfray, Raphaël Enthoven ou Olivier Véran. Avec qui ce serait vraiment difficile pour toi? Alors, le plus difficile, ça sera sans doute Olivier Véran. D'une part parce qu'il est médecin et d'autre part parce que son mode de fonctionnement psychologique fait que cet homme est une barrière à lui tout seul. Et rien ne peut l'atteindre. C'est pas la peine de parler avec quelqu'un qui n'a aucun affect. Ouais. C'est pas possible. C'est des gens bien plus actifs que moi sur le plan verbal ont essayé et ils se rendent bien compte que non, on a affaire à quelqu'un qui n'est plus un être humain. Sans affect, on n'est pas un être humain. Donc ça sert à rien de discuter avec ces gens-là. Ce serait facile, plutôt facile avec les autres. Même avec Enthoven. Ouais. Alors oui, Simès, oui, ça serait facile pour une simple raison. C'est quand même le premier au tout début quand qui avait dit ça va aller, vous en faites pas, c'est pas grave, c'est une grippette. Et j'avais même repris ce mot. Et j'ai trouvé ouf, enfin quelqu'un qui. Alors c'est vrai qu'après il a duré sa cutie, mais il y a au moins un terrain sur lequel on va pouvoir s'entendre. Et maintenant, 3 ans après, en commençant là-dessus, on peut discuter ensemble de ce qui s'est passé. Et une chose moi que j'aimerais bien savoir, c'est comment des gens comme lui, comme Patrick Pelou, qui avait parfois des paroles assez fines, et puis d'autre part étaient capables d'un revirement complet. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Par quoi on les tient, ces gens-là? Oui, c'est intéressant de savoir. Un jour, on saura certainement. On le saura probablement, mais pourquoi ces gens-là ont viré leur cutie alors qu'ils étaient
On pouvait jusqu'à présent leur donner du bon sens. Quand Pelou s'exprimait en parlant de la difficulté des urgences dans les années qui précèdent, 2015, etc., on se dit, mais oui, mais bien sûr, c'est ça. Et là, le fait de dire, on sait très bien qui va mourir, c'est tous ceux qui sont pas vaccinés. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Patrick? Comment sont-ils arrivés à aller contre eux-mêmes, en fait? Mais oui, qu'est-ce qu'on t'a fait comme chantage? C'est ça que je voudrais savoir. Ouais. Oui, ou de la corruption, effectivement. Il y a plusieurs types de corruption, certainement. Je pense sincèrement que ces gens-là, Simès et Pelou, on les tient soit par le chantage. Il doit y avoir des affaires absolument sordides derrière, des grosses casseroles inavouables. L'affaire Epstein, notamment, a montré qu'on pouvait avoir plusieurs types de pression sur les gens, plusieurs types de corruption, par la peur. C'est exactement ça. Ouais. Alors, merci, écoute, merci beaucoup, Eric, de cette interview. Je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu as bon, tu as déjà fait passer des très beaux messages d'espoir, je trouve, mais est-ce que tu as encore un message pour terminer cette émission? Pour terminer. J'ai qu'un mot, c'est bienveillance. Le monde en a vraiment besoin. Prenez soin les uns des autres. Ça a l'air d'être de rien comme ça, mais dites-vous bien que des petites choses très simples. Vous êtes capable de faire la cuisine. Il y a un bon fumet de cuisine qui sort de votre maison et qui se répand autour. Vous savez qu'à côté, votre voisine, elle est toute seule et elle aime bien l'odeur de la quiche Lorraine que vous êtes en train de faire. Ben pourquoi vous n'allez pas l'avoir? Pourquoi vous n'allez pas apporter un peu de bienveillance? Pourquoi est-ce qu'on doit s'acharner à ce qu'il y ait une fête des voisins une fois par an? Ça devrait être tous les jours la fête des voisins. Ça devrait être tous les jours qu'on se rend compte qu'on a à côté de chez soi quelqu'un à qui on ne dit même pas bonjour. Beaucoup de bienveillance, ça serait énorme. Le simple fait de s'arrêter en voiture, de laisser passer un piéton avec un sourire. Si vous le faites sans sourire, c'est pas la peine. Si vous devez donner quelque chose, faites-le avec le sourire. Et vous verrez comment ça va illuminer votre journée. Et le monde a tellement besoin de ces petites choses-là qui sont comme c'est comme plein de petites pâquerettes dans un champ. On peut tous faire quelque chose à notre mesure. C'est super inspirant. Merci beaucoup. Merci. Merci, Eric.